Bonjour, bonjour Bonjour. Marjolaine, bonjour Bonjour. Pierre, bonjour Thierry, Yves Bonjour. Lequelec, Bonjour. bonjour à Tac, tous. tac. Euh, Bonjour à bon, tous. Bonjour. Bonjour. alors je ne sais pas si on va attendre encore beaucoup de monde, c'est toujours compliqué de savoir sur les webinaires puisque c'est un peu ouvert au public et aux membres du GIS et aux observateurs. On n'a pas précisé l'ordre de passage, mais je propose de commencer par Marjolaine avec le projet PAM-SECLA, si ça vous va bien. Ok, pas de souci. Ok. Euh, j'ouvre la séance de ce webinaire qui consiste en la présentation de l'avancement à nouveau, c'est le troisième, de deux projets financés par le JCMIN. Les projets PAM-SECLAS, qui consistent en la mise en place d'une base de données acoustique pour la reconnaissance commune à l'échelle de la France des mammifères marins, et le projet Eurotrait, qui consiste lui également à compléter une base de données, il me semble, à l'échelle européenne. On va le voir avec la présentation de Pierre. Sur tout ce qui concerne le fond marin, le Bentos. Et donc, l'idée de regrouper ces deux projets, c'était de parler de comment les bases de données communes, accessibles au grand public, peuvent permettre de mieux caractériser l'impact des éoliennes en mer sur leur environnement. Et donc, je vais laisser la parole à Marjolaine pour présenter d'abord le projet PAM-SECLAS qui est en cours, et ensuite, Pierre présentera le projet Eurotrait du laboratoire de Banyuls-sur-Mer. Voilà, merci à vous. Ok, merci Nicolas. Attendez, je vais essayer de mettre... Pourquoi j'arrive pas à voir ma souris? Tac. Je vais mettre en mode présentation. Hop. Et partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Ouais. Donc le projet PAM-SECLA, c'est un projet collaboratif avec l'ANSTA. Donc j'ai vu qu'il y avait Flore qui était là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, parce que maintenant je ne vois plus qui est là ou qui n'est pas là. Moi, c'est moi, ouais. Ouais. Ouais, mais voilà. Voilà, qui a été financé en grande majeure partie par l'OFB et en plus petite partie par le JCMIN. Donc, c'est un projet avec l'objectif de créer une base de données annotée de vocalisation de cétacés français et de créer une première étape, un classificateur assez simple. Ce qui est important pour nous, c'est de le faire le plus collaboratif possible. Donc, vous allez voir à travers cette présentation, mais on travaille avec 3 parcs nationaux marins et avec 4 associations plus ou moins grosses et certaines avec que des bénévoles, certaines avec des associations plus grosses avec des salariés. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée-là? Si j'arrive à passer à la slide suivante. En fait, c'est parti de 4 grands constats. Le premier, c'est qu'en France, en tout cas à notre connaissance, on n'arrive pas, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'outils qui permettent de discriminer les espèces françaises de manière précise. On arrive à distinguer le marsouin, ça on le sort, c'est facile, il est tout seul, très, très particulier, mais tout ce qui est delphinidé, c'est beaucoup plus complexe. Et donc nous, Biotope, au sein de notre travail au niveau des parcs éoliens en mer, voilà, on s'arrête à la distinction souvent de ces deux espèces. Et l'ANSTA, au niveau de ses travaux de recherche, plus avec PNM, c'est aussi un challenge auquel il doit faire face. Un autre constat, c'est que dans la communauté scientifique internationale,
Tout le monde est d'accord pour dire que pour développer un classificateur automatique de vocalisation, il faut des données locales. Un classificateur développé avec des données du Pacifique des mêmes espèces, on va prendre du grand dauphin et du dauphin commun, il donne des résultats très mauvais si on l'applique avec des données issues de l'Atlantique, même entre Atlantique Est et Ouest, c'est le cas. Donc voilà, c'est important d'avoir une base de données d'espèces locales pour pouvoir créer un classificateur qui soit pertinent dans nos eaux françaises. Troisième constat, c'est qu'il n'y a pas en France de base de données publique de vocalisation des cétacés des eaux françaises et un certain manque d'homogénéisation entre toutes les personnes qui travaillent dans la bioacoustique mammifères marins, des procédures de collecte de données acoustiques et d'annotation. Donc face à ce constat, on a réfléchi à un projet en commençant par la base. C'est d'abord, il faut commencer par créer une base de données de signaux acoustiques à partir de données visuelles, c'est-à-dire des données où on est sûr les sons qu'on enregistre, de quelle espèce ils viennent. Et ensuite, d'essayer de développer un outil d'identification automatique des delphinidés. Donc, sur la durée du projet, on est bien conscient qu'on ne va pas pouvoir développer un truc extrêmement poussé. Maintenant, on sait bien que c'est l'IA qui a le vent en poupe au niveau des méthodes de classification, mais que l'IA, elle est demandeuse de beaucoup de données pour pouvoir avoir des résultats pertinents. Donc voilà, donc dans ce projet, on se propose de passer pas mal d'énergie dans la collecte de données, dans la notation et de commencer à développer un classificateur avec des méthodes qui ont été testées et qui donnent des résultats assez intéressants. Et moi, dans mes retours d'expérience en allant à des colloques spécifiques en classification, l'IA, ça permet d'améliorer un petit peu, mais pas non plus de manière extraordinaire. Donc on s'est dit qu'on commencerait simple. Les espèces ciblées, c'est surtout les delphinidés, les dauphins communs, le grand dauphin, le dauphin bleu et blanc, le globicéphale et le dauphin de Riso. Et donc, voilà, on a ce projet, il est réparti en 6 étapes. La première qui est en cours de se finaliser, c'est de sélectionner des partenaires, de leur proposer un protocole. Ensuite, on les forme au protocole qu'on veut mettre en place, on les forme à l'outil, à l'instrument qu'on leur a fourni. Et c'est eux qui vont collecter des données. Tous les partenaires sortent quasiment au minimum une fois par mois, voire plus. Donc c'est sur ça qu'on s'est dit, si on veut créer une base de données, il faut qu'on soit nombreux en fait. On ne peut pas s'appuyer sur un seul partenaire parce qu'on sait très bien que pour sortir en mer, ça dépend des conditions météorologiques. Et de plus, on voulait essayer d'avoir le maximum de données par façade parce que peut-être qu'au final, il va falloir qu'on crée 3 classificateurs pour chaque façade. Donc ça, on verra avec les résultats qu'on a. Mais voilà, dans notre idée, c'était ça. La troisième étape, c'est la collecte des données avec le même instrument, avec le même formulaire de collecte de données. Ces données seront centralisées sur le serveur de l'ENSTA et ensuite on va les organiser pour passer à la 4e étape qui est le traitement des données. Donc on va les annoter. Annoter, c'est simplement associer un son à une espèce et potentiellement également classifier ces sons et extraire chaque son individuellement. Mais ça, on n'est pas encore sûr à 100% de faire ça et de l'intérêt dans un premier temps de faire ça. La 5e étape, ça va être l'analyse des données de ce qu'on a sorti et de créer le classificateur, comme je vous l'indiquais, à partir d'un logiciel open source qui s'appelle PAMGuard. Et ensuite, une étape de partage et de communication qui aura lieu, comme le webinaire aujourd'hui, c'est la semaine prochaine, Nicolas, qui a une journée ou dans 15 jours. Oui, le 20 juin, avec France Nature Environnement, il y a une journée d'organiser effectivement pour les adhérents de l'association et les associations attenantes. Oui. Voilà, donc de partager au maximum pour transmettre l'information et peut-être avoir plus de partenaires pour prolonger ce projet. Alors, on va reprendre ces étapes un peu plus en détail. Donc, les partenaires, comme j'ai dit, 3 PNM, un en Manche, un en mer d'Iroise, donc à la jonction Manche-Atlantique, et puis un en Méditerranée.
Et le dernier, le golfe du Lion, il nous a rejoint en début d'année, en fait, juste voilà, en discutant avec Flore, je crois, il disait, ben, nous, on aimerait bien participer, donc on leur a permis de joindre ce projet. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'il y en ait de plus en plus pour pouvoir collecter le plus de données possible. Les associations pareil en Manche, à l'Arc et le GEC, Miraceti et le Peuple de la Mer en Méditerranée. Et comme je vous le disais, donc on essaie d'avoir des données sur les 3 façades. Et en plus, en Atlantique, on va récupérer les données de la campagne Skravik. Donc, qui sont des données collectées que l'ENSTA collecte en partenariat avec l'OFB. Je ne sais pas, Flore, tu me corriges? Non, c'est pas l'OFB. Voilà, Avec l'Université de La Rochelle. Avec La Rochelle, oui, pardon. Ouais. Voilà, donc dans cette étape-là, on a créé des conventions avec tous les partenaires pour que les choses soient claires sur nos attentes, sur ce qu'on leur fournit, comment on aimerait que ça s'organise. Et on leur a fourni à tous du matériel, j'y reviens juste après. Ensuite, on a réfléchi à des protocoles standardisés pour collecter les données, un protocole pour déployer l'hydrophone, et également un protocole en utilisant Ops en mer pour collecter les données, pour savoir quelles informations, quels champs on voulait qu'ils collectent. Donc ça a eu lieu, je sais pas le mot, on a fait un questionnaire en fait pour nos partenaires, pour leur demander, eux, il y en a une bonne partie qui utilisaient déjà Ops en mer pour leur propre programme quand ils vont en mer. Donc, l'idée, c'était pas de rajouter quelque chose de nouveau, mais c'était de compléter ce qu'ils faisaient déjà pour pas multiplier les outils et pour pas leur donner une charge de travail parce qu'ils font tout ça bénévolement. Donc, on voulait vraiment être à l'écoute de leur retour et trouver un bon compromis. Donc, il y a eu, on a Naïs qui travaille beaucoup sur ce projet à l'ENSTA, qui est un postdoc. C'est elle qui au niveau de l'ENSTA qui pilote ce projet essentiellement. Et donc, voilà, elle a créé un questionnaire, échangé avec les partenaires après, lors d'une réunion. Suite à ça, on a créé des documents de support qu'on leur a fournis, qu'ils peuvent avoir sur les bateaux avec eux, qui indiquent quelles espèces sont ciblées, les étapes essentielles du protocole qu'il va falloir qu'ils mettent en place, dans Opsamer, quels sont les champs importants à collecter, voilà, de la réglementation aussi, pour bien rappeler qu'on n'a pas le droit de s'approcher à plus de 100 mètres des mammifères marins. Et ensuite, on les a formés. Donc, on a créé une formation de 2 jours à peu près, avec une partie théorique sur l'acoustique assez poussée, une partie plus sur le protocole, et après, quand les conditions le permettaient, on allait en mer pour tester le déploiement du matériel. Donc là, vous voyez à gauche, on leur a tous fourni une petite mallette avec, il y a l'hydrophone qui est un Soundtrap qui est ici. Il y a un zoom qui leur permet, ça a été demandé, au début c'était pas prévu, mais ça a été demandé par plusieurs partenaires pour pouvoir écouter le son en direct, surtout quand c'est des associations qui prennent des bénévoles. Ils disaient c'est toujours motivant et intéressant de le faire. Et après des piles de rechange, un chargeur de piles, et là à gauche vous avez si j'arrive ici, ça c'est le lest pour mettre l'hydrophone par-dessus bord. Les petites fiches comme je vous ai indiqué, puis voilà, quelques photos des premières formations. Donc on en a fait 4 jusqu'à présent, 3 en Méditerranée et une en mer d'Iroise, dans le parc marin de mer d'Iroise. C'est des formations, c'était vraiment vraiment chouette. Les associations étaient super contentes, très contentes de la formation en acoustique qu'on leur a fait, qui était assez pointue, de découvrir un peu plus. Moi, personnellement, j'ai formé Miraceti et les peuples de la mer avec mes collègues de Biotop. Et ils sont à fond derrière. Ils avaient envie de partir en mer tout de suite, de mettre l'hydrophone dans l'eau. On a reçu des peuples de la mer, on a reçu déjà des vidéos où ils enregistrent et ils filment en même temps. Donc, ils ont fait des montages. Voilà. Donc,
des gens super motivés, donc ce qui nous laisse penser que voilà, on va réussir à récolter plein de données avec de la qualité. Donc il reste encore 3 formations à faire. C'est Naïs qui va les faire. Voilà, ce que je disais sur la formation de la théorie, sur l'acoustique, formation sur Opsonmer, sur le transfert des données sur le serveur de l'Ensta et sur le matériel, sachant qu'en fait, les données, quand ils vont les recevoir, ils vont les mettre sur le serveur et après, ça sera récupéré en local à l'Ensta et chez Biotop. On leur a fait tester comment préparer le matériel, comment mettre le boots, comment le mettre par-dessus bord. Voilà, donc c'était assez complet comme formation. Hop là. On a également passé du temps à leur expliquer le formulaire d'Opsonmer qu'il va falloir qu'ils remplissent à chaque fois qu'ils détectent, qu'ils mettent l'hydrophone à l'eau. Donc il y a plein de champs à remplir pour indiquer les espèces présentes, le nombre d'individus, la distance, les comportements observés, s'il y avait des bateaux autour, etc. Donc tout ça, c'est la collecte des données et ils auront à remplir chaque fois qu'ils vont mettre les données sur le serveur, un petit fichier qui nous permet un petit contrôle qualité qui nous permet de savoir quand est-ce que les données ont été déposées sur le serveur. De l'autre côté, on va vérifier que les données sont OK pour faire un retour, s'il y a le moindre problème, pour faire un retour dans les 15 jours. Et une fois que c'est validé de notre côté, qu'elles ont été récupérées, on leur dit c'est bon, de votre côté, vous pouvez les supprimer s'il faut, mais surtout on va l'enlever du serveur et comme ça on a des backups des deux côtés. Et pardon, j'ai oublié de dire, de leur côté, on leur a fourni un disque dur pour qu'il y ait toujours une copie sur un disque dur, plus une copie eux sur leurs ordinateurs s'ils veulent, et une copie en local à l'Insta. Voilà, donc ça, c'est les étapes qu'on a en cours de faire. Comme je dis, il reste 3 formations. Il y a déjà des associations qui ont déjà du matériel qui commencent à collecter des données. Et puis ensuite, d'ici la fin de l'été, normalement, on devrait commencer à avoir un peu de données. Donc, on va commencer l'étape du traitement des données. Donc ça, on va utiliser le logiciel qui est développé par l'Insta, qui s'appelle Applause. Qui va permettre de regarder tous les enregistrements en détail, d'extraire les sons et de dire, voilà, ça c'est telle espèce, d'associer l'enregistrement avec l'espèce observée visuellement. Et on va créer des dossiers, un dossier par espèce sur nos ordinateurs. Donc ce travail-là, il va avoir lieu jusqu'à ce à peu près début 2027. Là, l'idée, c'est de collecter des données en 2025, tout 2026, et puis peut-être un peu début 2027. Et voilà, donc nous, on va essayer de traiter ces données au fur et à mesure. Pour 2027, travailler sur le classificateur à partir des données. Et enfin, partage de communication. Il y aura le catalogue des signaux de delphinidés classés par espèce qui sera rendu accessible à la communauté scientifique. Il y aura le classificateur, il y aura les rédactions d'un rapport complet, il y aura la présentation de résultats et si on doit faire d'autres présentations lors de conférences ou de réunions proposé par l'OFB, par JCMIN, par je ne sais qui, on pourra présenter tout cela. Voilà où on en est. Merci Marjolaine pour cette présentation. C'est vraiment bien d'avoir une vue déjà de ce qui a pu être fait. On voit que c'est toujours en cours. Est-ce que ce projet amène des questions déjà par rapport aux personnes présentes? Ah, Mireille Bourdon, bonjour, allez-y. Oui, bonjour, j'allume mon micro. Bonjour à tous. Moi, une première question. Je pense donc qu'il y a une convention de signer avec les associations partenaires.
Et dans la liste des associations, je n'ai pas vu Bretagne Vivante. Est-ce qu'il y a eu un contact avec Bretagne Vivante? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez évoqué donc le partage, la communication des résultats. Est-ce que vous allez faire un lien avec le conseil scientifique de la façade Namo pour communiquer ces résultats? Je vous remercie. Alors, pour Bretagne Vivante, non, je crois pas. Il faut savoir que nous, quand on a demandé des financements, on a demandé des financements pour payer les hydrophones. Voilà, donc on est limité à ce niveau-là et on a pu prendre une association en plus parce qu'on avait prévu un SPER. Mais du coup, au moment où on l'a fait, on n'a pas contacté Bretagne Vivante. Et ça fait partie des choses où, voilà, s'il y a des organismes qui sont intéressés de nous joindre, eh ben, il va falloir trouver des financements en plus. Ou alors ils nous disent c'est bon, on peut se procurer. En fait, ce qui coûte cher, c'est le matériel. Après, les formats, le protocole, c'est pas énorme, mais et puis si, c'est le traitement des données derrière. Donc voilà. Donc pour l'instant non, mais vraiment on a l'intention de l'élargir après en fait. Là, on s'est dit on prend 1 an pour démarrer le projet, voir comment ça se passe, et puis ensuite. Dans 1 an, si ça se passe bien, de chercher d'autres financements pour l'élargir à plus de monde. Et la deuxième question, c'était de présenter les résultats au conseil scientifique de la façade Namo, dans la mesure où donc chaque façade dispose d'un conseil scientifique, et donc en particulier la façade Namo. Donc je voulais savoir si ces travaux, donc le résultat serait communiqué à cet organe. Moi, j'en ai pas entendu parler, mais j'imagine que oui. Flore, je sais pas si tu es là. En fait, le projet, enfin, je vais remettre ma caméra si vous voulez. Le projet, il est surtout financé par l'Observatoire. Attends, je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Par l'Office français de la biodiversité au travers de l'Observatoire de l'éolien en mer. Donc, je pense qu'il y aura des choses, en tout cas, par l'animation de l'Observatoire et de nos financeurs principaux, en lien avec les conseils scientifiques. J'imagine. Mais pour l'instant, on n'a pas été approché à ce niveau-là. Non, pas. Disons que par rapport à l'OFB, on nous a pas demandé, en tout cas, ce genre d'intervention. Ou je ne sais pas dans quel cadre ça peut se faire, mais en tout cas, ils savent bien que le projet existe et pour nous, c'était à eux de faire redescendre l'info, quoi. Au niveau des conseils scientifiques. En tout cas, Mireille, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Dans le cadre du JCMI, il y aura aussi des restitutions. Et donc, à notre moindre mesure, dans le périmètre qui nous incombe, c'est-à-dire celui du parc éolien Yonne-Moutier et par extension les aires géographiques des espèces étudiées, on contribuera à notre échelle à diffuser les résultats de ce projet qui, évidemment, concerne bien plus. Mais le JCMI a une vocation plus ralliée à ce projet de parc éolien en mer Yonne-Moutier. En tout cas, il y aura des restitutions prévues dans ce cadre-là aussi. Yves Le Callec, il y a une question. Oui, merci, bonjour. Je trouve que c'est un très beau projet. En tout cas, la présentation est très claire et on a hâte de voir un peu ce que tout ça va donner. Dans le prolongement de ce qu'a évoqué Mireille Bourdon, je pense qu'aussi il y a évidemment les parcs naturels marins qui seront concernés, je pense, intéressés. Bon, je pense que le lien se fait facilement avec l'OFB, mais oui, je pense qu'il y aura sans doute des élargissements possibles en termes de partenariat. Ouais, en tout cas, c'était bien de voir déjà dans les premiers parcs. En fait, dans les premiers parcs, on travaillait déjà avec eux dans d'autres projets, nous, à l'ENSTA, donc c'était plus facile. Après, spontanément, le parc du Golfe du Lion a voulu venir aussi, donc c'était bien. Mais c'est vrai que sur la façade atlantique, par exemple, j'aimerais bien qu'on ait le nouveau, enfin, qu'on ait des parcs marins qui soient aussi dans la boucle pour augmenter l'effort. C'est notre petit point faible, la façade atlantique. Et voilà, donc voilà. Après, nous, on commence.
Oui, c'est le On fait démarrage. des formations plus globales, nous, au niveau de l'ENSTA, à l'OFB. Donc après, à chaque fois qu'on forme des gens de l'OFB qui travaillent dans des parcs, le protocole PAMC Class, on le présente. Mm. C'est vrai que, comme l'a dit très bien Marjolaine, on a ce souci de financement pour l'instant, mais l'idée, c'est vraiment de l'étendre, ouais. D'autant plus important que, comme vous l'avez dit, il y a des populations voilà, qui sont un peu locales et donc il y a sans Ouais. doute des nuances, on va dire, dans, dans l'analyse des données. Et, bon, plus il y aura de données, plus ce sera évidemment productif. Merci en tout cas, c'est un chouette projet, oui. Bon, suite à ces deux questions, je ne sais pas s'il y a une troisième question peut-être avant de passer au deuxième projet présenté ce jour. Ah, Gwenaël du Clos Wipsy. Ouais, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quelles personnes vont faire les annotations, en fait, et combien. C'est les personnes entre l'Insta et Biotop. Donc, on va être à peu près 3-4 au niveau de Biotop, et au niveau de l'Insta, je ne sais pas, je laisse répondre Flore, au moins une, ça c'est sûr. Ah bah, il y a Mais après, Naïs qui est en charge. Elle est à 100% sur ce projet-là. Julie, qui est notre annotatrice en chef ici. Et puis, sûrement Maëlle et moi aussi, c'est possible qu'on fasse des annotations. Après, bon, nous, au travers d'autres projets, on fait beaucoup d'études sur la variabilité interannotateur, la façon dont on annote et tout. Ça peut jouer si on change d'annotateur selon l'expérience de l'annotateur. Donc, on va aussi capitaliser sur tout ce qu'on sait là-dessus pour faire ce travail, ouais. D'accord. Et vous n'avez pas intégré Pélagis, notamment justement par rapport pour avoir des données à La Rochelle? Ben, disons moi, je les connais bien, je travaillais à Pélagis avant. Disons que enfin, ils font plus du tout d'acoustique. Je sais pas s'ils font. Vous parlez par rapport à la collecte de données sur la façade, Ouais, genre. enfin déjà, ouais, par rapport au fait que c'est que les gens qui s'occupent des CDAC sur face à l'Atlantica, enfin, à ma connaissance, c'est eux, mais Oui. Ouais, c'est eux, mais je veux dire, ils font pas beaucoup de. Enfin, eux, ils sont spécialisés surtout sur les survols aériens. ouais. Donc, ils font pas beaucoup de sorties dédiées bateaux. Du coup, bah après, on les connaît très bien. Ils savent, ils connaissent le projet aussi. Mais non, on les a pas intégrés du coup parce que en fait, ils sortent pas beaucoup. Enfin, ils sortent pas sur l'eau, quoi. Ou alors, s'ils font des campagnes d'observation, c'est sur des gros bateaux, type les bateaux de l'Ifremer. Donc, disons que le protocole se prêtait pas à ce que eux ils font. Voilà. Merci. c'était important pour nous d'avoir des personnes qui allaient sur l'eau vraiment régulièrement et toute l'année autant que possible dans les conditions météo acceptables évidemment, mais Ouais. voilà, qui quand même des données de toutes les saisons et voilà, c'est pour ça qu'on est un peu. Ouais, c'est ça. Après, je dis ça, mais enfin, ce Scravik, c'est avec eux, en fait. Quand je disais l'Université de La Rochelle tout à Ouais. l'heure, c'est avec Pélagis. En fait, l'Observatoire Pélagis, ça fait à peu près 3 ans qu'ils collectent de la donnée 1 ou 2 semaines par an avec un voilier euh, dans le golfe de Gascogne pour une étude sur les dauphins communs. Et nous, depuis, donc là, ça va faire la 3e année, on leur file un instrument sur ce protocole-là. Sauf qu'au début, c'était un petit protocole, voilà, maintenant il est vraiment, c'est un vrai protocole. Et c'est vrai que c'est avec eux qu'on travaille là-dessus, ouais. Et on aura Mais leurs bon, données. c'est juste, ouais, voilà, et on aura leurs données. Le truc, c'est que c'est juste quelques semaines, et nous, comme a dit Marjolaine, vu qu'on a des déplacements de population et tout, c'est vraiment important qu'on ait un suivi le plus régulier possible sur l'année, quoi. Et on espérait pouvoir faire une autre campagne Ouais, dédié. plus en hiver dédiée, mais bon, on n'avait pas suffisamment de financement pour, mais voilà, on avait réfléchi à le faire plus en période un peu plus intersaison, enfin plus automne, ou voilà, où il y a en général on voit moins en mer
pour collecter ces données. Mais voilà. Donc, c'est pas sorti de notre tête, hein. C'est toujours là. Mais comme on disait, voilà, on ait plus de sous. Voilà, on commence le projet, on stabilise la première année, on voit ce que ça donne et derrière, on va aller chercher plus de financement pour l'élargir et pour aller chercher des données là où on voit qu'il nous en manque, voire élargir au niveau européen si on veut voir grand. Il y a une question d'Éric Lemitoire du CEREMA également. Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez contacté éventuellement les bureaux d'études qui pouvaient éventuellement faire des suivis sur des parcs existants, notamment suivi cétacés ou suivi oiseaux, et donc ils vont potentiellement sur l'eau assez régulièrement et peut-être en période un peu, on va dire, estivale, plus typique, mais qui pourraient peut-être être des bons relais. Ils auraient peut-être aussi du matériel déjà dispo. Je ne sais pas. On n'en a pas contacté. Nous, on voit un peu ce que c'est de travailler quand on fait des suivis. En général, on suit des transects et des choses comme ça. Là, l'idée, c'est quand même d'avoir vraiment des enregistrements ou de rester un peu avec les animaux. Donc, c'est pas forcément que le protocole convienne. Mais pourquoi pas je sais que nous, on a réfléchi sur les parcs sur lesquels on travaille, où on fait des suivis de mammifères marins. Le protocole, il rentrerait pas dedans. Mais après, voilà, on peut pas. Voilà, il y a comme on a dit, contraintes budgétaires. Donc, toute personne qui est intéressée de participer, s'ils en entendent parler, ne pas hésiter à ce qu'ils nous contactent et on voit ce qu'on peut faire. Mais voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? J'ai vu justement qu'il y avait notamment Natural Power qui était présent aussi dans les observateurs, donc ils doivent se sentir un peu concernés, Marie Montus, par cette question. Oui, bonjour. Ouais, Alors malheureusement, moi je suis arrivée 20 minutes après le début. Je suis navrée. Pas de problème. J'ai une réunion qui s'est finie avec la DGEC juste avant, donc je suis arrivée en cours de route, mais non, j'ai pas particulièrement de questions. D'accord. Non, mais c'était un clin d'œil parce que j'ai vu. Voilà. Oui, parce que je suis arrivée en cours de route, c'était pour montrer que j'étais arrivée en retard, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'avais une petite question et puis avant la transition, c'était est-ce que le protocole impose des contraintes en termes de moyens nautiques? Parce que je vous voyais la sorte des certains types de navires et du coup, peut-être que les associations n'ont pas toutes les mêmes moyens. Et je me posais cette question logistique pratique un peu. On l'a réfléchi de manière à ce qu'il soit le plus flexible possible. Donc, typiquement, moi, sur ceux qu'on a formés, Miraceti, ils sont sur un gros catamaran, donc ils n'étaient pas trop inquiets pour ça. Les peuples d'Amer, ils sont sur un petit voilier à l'E4, donc typiquement, on n'a pas pu sortir parce qu'il y a un vent de dingue. Et eux, ils réfléchissaient vraiment, ils se disaient, bon, alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir le mettre à l'eau rapidement? Mais on a pris un système, il est super léger, quoi. Et vous avez vu, c'est un hydrophone qui fait 40 cm. Au bout d'un bout, on a lesté pour qu'il tombe bien en vertical. Donc, normalement, il est assez déployable partout. Et le but, on a pas mal réfléchi, est-ce qu'on fait un système pour qu'on le traîne derrière les bateaux ou pas? On est plutôt essayer de rester sur place le plus possible et le sortir de l'eau facilement et le remettre dans l'eau facilement. Et donc, sur les PNM, ils ont plus des semi-rigides, si je ne me trompe pas. Ouais, ils ont différents types de... Mais là, quand Naïs, elle a fait avec eux, oui, c'était plutôt gros semi-rigide, quoi. Ouais, sur le golfe du Lion, ça avait l'air, vu les photos, un gros truc. Ah, sur Gomignon, je sais pas. Ici, au parc marin d'Iroise, ouais, ça, je sais que c'est un semi-rigide. Ouais. Okay. Après, les jets qui sont encore à notre bateau, à l'arc, ça va encore être autre chose, là. Mais bon, une fois qu'on aura fait toutes les formations, je pense qu'on aura une vue, on pourra dire si notre truc, si notre système de déploiement est OK, mais je suis pas trop inquiète. Et puis, on a l'intention, voilà, de faire des points, ce qu'on leur dise aussi, ne serait-ce qu'à la fin du premier été, entre tout le monde, pour partager l'expérience, prendre les retours et du coup améliorer les choses qui améliorées ou décider de changer quelque chose parce que c'est trop compliqué ou des choses comme ça, quoi. Donc, Ok, intéressant, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce projet avant de passer au deuxième projet présenté aujourd'hui? Non.
Bon, eh bien, merci beaucoup Marjolaine, Flore pour ces interventions. Et on va passer la parole à Céline Labrune et Pierre Climent pour la présentation du projet Eurotrait porté par l'Observatoire océanologique de Bienul-sur-Mer. Alors, avant de commencer, excusez-moi, j'ai Oui, une petite question. Est-ce que si j'envoie le... Parce qu'il y a Antoine Carlier qui voulait se connecter. bien sûr. Ah, Je lui c'est avais totalement envoyé ouvert. le... Ouais, ouais. C'est open? C'est open, Donc je c'est peux lui open. envoyer le lien? Tout à fait. Ok, alors je vais faire ça parce qu'il m'a dit qu'il avait essayé de se connecter et que ça n'avait pas marché. Ah, Euh, alors... Pardon, hein. voilà, on prend le temps 2 minutes. Pardon, Super. hein, Ouais, ouais. excusez-moi. Dans, dans l'intervalle, si jamais, je me demandais si les plongeurs pourraient utiliser des hydrophones pour capturer les sons des mammifères marins. Ou de prendre des trucs plus légers. Mais oui, oui, de toute façon, un hydrophone, ça enregistre tout. Hein, donc, Ouais. Pour avoir plongé des fois au large de l'île Dieu avec les dauphins autour de nous, ça aurait été effectivement efficace d'avoir des hydrophones. Le bruit dans l'eau, quand ils passent à côté de nous, on les entend et on les entend vraiment très très bien. Par contre, les distinguer les uns des autres, pour l'instant, on n'a pas cette compétence-là. c'est vraiment plus compliqué. Hein. Il y a des espèces qui sont. Il y a beaucoup d'overlap, de superposition dans les signaux. Ouais. J'ai une fille qui était détecteur anti-sous-marin dans la marine et qui arrivait à reconnaître le bruit des crevettes. Incroyable. Ça va loin, c'est très précis. Ouais. Céline, Bon. si tu Oui, veux, non, mais c'est bon. ouais, je lui ai renvoyé le lien aussi, au cas Ah où. bon, bah très bien. Ouais, Bon, on peut commencer après. allez, On pourra la représenter plus tard. Mais comme ça, j'ai répondu quand même. S'il arrive à se connecter, c'est bien. ça marche. Je lui ai dit que c'était encore temps. Tu peux partager ton écran, Pierre, du coup. Merci. On voit bien l'écran. Par contre, on n'a pas le son. Oui, on n'a pas le son. Je pense que le micro doit être coupé de Pierre. Pierre, si tu nous parles, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. C'est le... Petit souci technique au niveau de l'entrée et la sortie du son. Ah, c'est pas évident. Peut-être de l'autre ordinateur, non?
de l'ordinateur de Céline. Ah, ça y est, ça va être bon. C'était le petit teaser. Désolé pour le contretemps, du coup on fait un changement. Ça marche. On t'entend bien, Pierre. Ouais. Merci. Je suis sur un peu sans échanger avec Céline. Donc merci d'être venu, désolé pour le contretemps. Donc parler du projet E-Retrait, qui se base sur la base de données de traits fonctionnels qui a été créée à l'échelle européenne et donc appliquée aux champs et aux liens offshore des îles Dieu et de Noirmoutier, afin de voir l'impact qu'il y a pu avoir sur les espèces benthiques et du coup au travers de l'utilisation d'indices fonctionnels. Donc là actuellement je suis au LECOB, qui est basé à l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Et je suis aussi du coup avec Céline Labru. Et tu peux passer, s'il te plaît. Céline. Céline. Ah. Allô. C'est bon. Ouais. Donc je vais faire un rappel un peu rapide du cas des îles Dieu et de Noirmoutier et du coup du champ éolien. Je sais pas si tout le monde est au courant ou à quel niveau, donc je parle un peu. Donc, comme son nom l'indique, il est situé entre les îles Dieu et de Noirmoutier, environ 12 km des côtes, sur la Manche, du coup la Manche, le golfe de Gascogne. Pour ça, il va y avoir 3 années différentes et 4 campagnes, donc 2 en 2015 au printemps et en automne, qui va être considéré comme l'état initial, et ensuite en 2022 et en 2023 pendant la construction, et les 2 au printemps. Donc là, ce qu'on peut voir sur une carte des sédiments meubles, donc avec 7 stations numérotées de N01 à N07, et pour chaque station en 2022 et 2023, 5 prélèvements à la benne Van Veen, donc de 0,1 m² ont été effectués. Et en 2015, pour les deux campagnes, ça a été 3 prélèvements à la benne Van Veen de 0,1 m². Et sur du coup cette carte, on va considérer les stations 6 et 7 comme étant des stations de référence et situées en dehors du champ éolien. Donc tu peux passer à la diapositive, s'il te plaît. Merci. Donc là, je vais parler du coup un peu plus en détail de la base de données du Bentos Ecology Working Group, donc le BEWG, qui est d'abord, un peu de contexte, qui est un groupe qui fait partie du IC, donc International Council of the Exploration of the Sea, qui a été fondé en 1988 et qui va principalement se concentrer sur les séries à long terme et le changement climatique, les indicateurs benthiques et les directives de l'Union européenne, et la modélisation de répartition des espèces. Et ensuite, en 2015, il y a eu l'idée d'une création d'une base de données de traits fonctionnels pour les espèces benthiques à l'échelle européenne, car il existe différentes bases de données, mais jamais aucune globale. Et ça demande un travail assez important d'aller chercher les données dans la littérature ou dans d'autres bases de données, sachant que les sources pour ces bases de données ne sont pas toujours sûres, et parfois les auteurs ne mettent pas d'où proviennent leurs sources et comment ils ont obtenu leurs données. Donc le projet a été lancé en 2015, il a commencé à être rempli plus sérieusement à partir des années 2022, et il continue encore actuellement en route, et du coup j'en fais partie. Et aussi, je parle de trait fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'un trait fonctionnel? Ça va être une caractéristique morphologique, physiologique ou phénologique. On va par exemple avoir la taille d'une espèce, son mode de reproduction, la façon dont ils vont se nourrir, leur habitat. Et ça va permettre de s'intéresser du coup aux réponses d'un écosystème à une perturbation, notamment ici dans notre cas, la création du champ éolien et son impact sur les espèces benthiques. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Donc là, j'ai parlé un peu plus en détail de la base de données du BEWG. Donc, comme on s'intéresse aux espèces benthiques, on va avoir 11 traits fonctionnels liés à ces espèces, donc la longévité, le bureautype qui va être la façon, le terrier et la façon dont les espèces vont s'enfouir dans le sol, le sédiment, le feeding habits, la façon dont ils se nourrissent, l'irrigation feeding, donc ça va être un peu plus précis et comment la façon dont ils se nourrissent vont impacter le sédiment, le développement larvaire, la bioturbation, mobility,
comment ces espèces en se déplaçant vont impacter le sédiment, les mouvements aussi des adultes, la façon dont une espèce va pouvoir modifier son sédiment en se déplaçant, l'injonction pocket-def qui va être le courant que peuvent créer une espèce dans le sédiment pour pouvoir oxygéner son terrier ou quand on se nourrisse, la taille de l'individu et enfin la position dans le sédiment. Donc aussi on peut voir sur le diapo un exemple d'une espèce, donc la Glycera lapidum. On va avoir le nom de l'espèce ainsi que son idée. Le trait fonctionnel et sa modalité, donc par exemple longévité qui est codé en A et A4 qui va correspondre à une longévité de 5 à 10 ans. La source, donc soit une base de données, soit si c'est nous qui l'avons rempli, BWG. Le codage flou aussi du coup appelé en anglais fuzzy coding, qui va être noté de 0 à 3. 0, une espèce ne réalise pas ce trait fonctionnel. Et 3, cette espèce fait exclusivement ce trait fonctionnel, et du coup ça permet de pouvoir annoter plus facilement, et pouvoir, si une espèce par exemple va à la fois avoir tendance à s'enfouir dans le sol et à se déplacer à sa surface, ça va permettre de notifier ce comportement. On va aussi du coup avoir la région et le nom de l'auteur, car je ne l'ai pas dit, donc c'est à l'échelle européenne, et ça va être découpé en différentes régions, donc par exemple mer du Nord, Méditerranée, et pour l'océan Atlantique au niveau de l'île du Noirmoutier, il n'y avait pas forcément aussi de personnes attitrées à cette région, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir des données ici. Aussi, il va y avoir du coup le niveau de confiance de la source, donc si c'est une base de données sans source, on va lui donner un niveau de confiance de 4, mais si c'est une source primaire, donc de la littérature qui a été reviewée, ça va être 1. Et ensuite, pour finir, les références de la source et la citation. Donc, à l'échelle européenne, ça va correspondre à 591 espèces qui ont été sélectionnées et dont les traits ont commencé à être remplis. Pour notre cas, au niveau du jeu de données de l'île du Noirmoutier, il y avait potentiellement 120 espèces qui étaient présentes dans le jeu de données du JCMIN et potentiellement aussi déjà complétées par le BWG. Quand je dis potentiellement complétées, c'est comme la base de données a été commencée il y a quelques années et il n'y a pas tout le temps des mises à jour. On n'avait pas forcément accès au début à quelles espèces avaient été remplies et lesquelles n'avaient pas été remplies. Voilà, donc tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Donc maintenant, en regardant un peu plus le cas d'étude des îles du Noirmoutier, donc pour le jeu de données des îles du Noirmoutier était découpé en deux parties, le substrat dur et le substrat meuble. Et en s'intéressant aux espèces présentes dans ce jeu de données et en les comparant avec celles présentes dans la base de données à l'échelle de la base de données du BWG, on peut voir que pour le substrat dur, il n'y a que 6,09% des espèces qui sont potentiellement présentes dans la base de données européenne et compte 38,41% pour le substrat meuble. Aussi, ce que je peux dire sur ce tableau, c'est que c'est par ordre d'abondance. Donc, par exemple, pour les substrats durs, Corynactis viridis, c'est l'espèce la plus présente dans les îles du Noirmoutier. Et Polygordius appendiculatus, c'est l'espèce la plus présente. Donc, aussi, pour l'abondance, il y avait un nombre beaucoup plus important d'espèces potentiellement remplies dans la base de données européenne pour substrat dur que pour substrat meuble, que pour le substrat dur. Donc, on a fait le choix de se concentrer sur le substrat meuble. Et donc, actuellement, on a plus de 55 espèces avec des traits complétés. Et je mets 42 pendant le CD parce qu'il y a un nombre assez faible, donc du coup 13 des espèces qui étaient déjà remplies dans la base de données. Sur les 120 espèces qui étaient potentiellement présentes, seulement 13 étaient remplies. Donc c'était un nombre assez faible. Mais il y a aussi une réunion qui a eu lieu le mois dernier du BWG où un choix a été fait de donner une date limite pour compléter cette base de données. Et du coup, il y aurait potentiellement quelques traits qui ont été complétés en plus au cours du dernier mois et du mois à venir. Tu peux passer à la diapositive, s'il te plaît. Merci. Donc ensuite, on va avoir le choix des indices fonctionnels. Ici, on va se concentrer sur deux indices fonctionnels, donc la richesse fonctionnelle et l'entropie corrélatrice de Rao. Donc ces deux indices fonctionnels qui ont été choisis et qui ont été aussi montrés que c'était les indices les plus intéressants à utiliser dans ce genre de perturbation. Donc la richesse fonctionnelle va mesurer l'étendue des traits fonctionnels dans une communauté
communauté, en quantifiant du coup le volume occupé dans l'espace des traits par les espèces présentes. Donc on peut voir figure à droite. Plus ce nombre va être important, mieux les ressources de l'écosystème vont être utilisées. Et ensuite, on va voir l'entropie quadratique de Rao, donc qui va être la moyenne des ratios entre la distance des paires d'espèces les plus proches fonctionnement présentes à la station et la moyenne de toutes les distances calculées en I. Donc ça va être pondéré pour l'abondance. Ça va être intéressant du coup, vu que ça va être plus lié à l'abondance. Et aussi, on a décidé de se concentrer également sur certains traits fonctionnels qui peuvent être impartés par la création du parc éolien offshore. Donc ça va être par exemple sur le type de feeding habits, donc soit les déposivores de surface, ou alors les filter feeders, et aussi du coup comment les espèces se déplacent, du coup les espèces qui vont être plutôt de sessiles, ou les espèces qui vont avoir tendance à s'enfoncer dans le sédiment. Tu peux passer à la suivante. Ensuite, pour ce qui est des difficultés rencontrées, comme j'ai pu évoquer plus tôt, il y avait le nombre d'espèces plus faible que ce que l'on pensait. Il y avait du coup que 13 espèces dont les traits avaient été complétés. Et ce qui est aussi dû à un faible nombre d'espèces. Et aussi, c'est dû au fait que ce soit la méthode qui est utilisée, une méthode assez chronophage. Pour moi, je fais environ une espèce par jour. Maintenant, vu que j'ai plus l'habitude, c'est plus 1,5-2 espèces par jour. Mais ça prend beaucoup de temps, en effet. Ça va être se concentrer à regarder chaque trait fonctionnel pour l'espèce sur Google Scholar et de regarder les 5 premières pages, donc ce qui correspond à environ une cinquantaine d'articles pour chaque trait fonctionnel, sachant qu'il y a 11 traits fonctionnels et pour une espèce. Et aussi, par exemple, ça va être des difficultés qui peuvent arriver sont des changements de nom d'espèces. Donc, par exemple, Moreella pygmaea, qui est devenu Asborgenia pygmaea, donc en 2015, dans le jeu de données du parc éolien, a été nommée Moreola, et elle a changé de nom en 2022, et du coup, faire des recherches implique souvent de devoir changer de nom et devoir s'intéresser aux noms plus anciens, donc du coup, ça double le temps de travail, ou le triple en fonction si une espèce a beaucoup changé de nom. Il y a aussi à voir le fait que si une espèce est connue ou non, si par exemple si elle est peu connue, va souvent y avoir besoin de monter au niveau de l'espèce, enfin au niveau du genre ou de la famille, pour avoir des informations. Et aussi, il y a tout simplement l'accessibilité de la science, même en étant chasseur de l'université qui paye des abonnements pour les journaux, ça peut être parfois compliqué de trouver les articles, comme beaucoup sont peu accessibles. Tu peux passer à la diapositive. Ensuite, là, c'était quelques résultats. Donc ça, c'est des résultats qui avaient déjà été obtenus qui avaient déjà obtenus par le JCMIN. Donc là, c'est une une NMDS qui, avec les transformations en square roots et le Landsberg Curtis Similarity. Donc là-dessus, on peut voir que les différences vont plutôt se faire par année. On peut voir en effet, chaque année est discriminée. Et les années du coup 2015 spring, 2015 automne sont plus proches que 2022 spring et 2023 automne. Et ensuite aussi, on peut voir par contre pour la station 1 qui va être très différente des autres, et si on fait une analyse impaire, on peut voir que c'est principalement dû à l'absence du polychète Polygordius appendiculatus, qui était l'espèce la plus présente dans le jeu de données JCMIN. Et aussi, quand on regarde la granulométrie, c'est une station qui a une granulométrie très différente des autres stations. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Merci. Ensuite, là, j'ai juste comparé du coup la richesse spécifique entre toutes les espèces présentes dans le jeu de données du JCMIN et celles dont les traits ont été complétés. Donc, on peut voir que ça varie entre 60% et 30% environ. En moyenne, il y a 44% de la richesse spécifique qui est représentée. Oui, j'ai oublié de préciser, mais du coup, on a la richesse spécifique par rapport aux stations, avec en couleur foncée toutes les espèces, et en couleur claire, enfin un peu plus claire, les espèces pour lesquelles on a des traits complétés. Et du coup, en noir, on va avoir le pourcentage de traits de richesse spécifique représentés. Et en moyenne, on a du coup 45% de la richesse spécifique qui est représentée. Tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Et ensuite, ça c'est le deuxième graphique où là, cette fois, c'est l'abondance. Et on voit que pour l'abondance, vu qu'on s'est concentré sur les espèces les plus abondantes en premier lieu, on peut voir que ça fait une moyenne de 80% de l'abondance qui est représentée. Donc à ce niveau-là, c'est déjà un peu plus correct. Merci. Tu peux passer à la diapo suivante.
Donc là, c'est une représentation assez rapide des indices fonctionnels et du coup de la richesse fonctionnelle. Donc, pour le moment, pas trop interprété, vu qu'il y a encore quelques espèces qui doivent être remplies et du coup améliorer et dépasser les 50% de richesse spécifique. Enfin, bon. Mais on peut voir qu'il, pour le moment, il ne semble pas y avoir de schéma qui se dessine. Et quand on fait des stats aussi un peu dessus, il n'y a pas de différence entre du coup les stations de référence, stations 6 et 7, et les autres stations. Et pareil, tu peux passer diapo suivante. Merci. Et pareil pour Rao, il n'y a pas de différence qui semble se dessiner entre les stations 6 et 7, du coup les stations de référence, et les autres stations. Du coup, pour conclure, difficile du coup pour moi de conclure la présence d'un spectre sur les espèces benthiques, donc ça va être la difficulté principale, ça va être de compléter le plus d'espèces possible avant la fin. Et ensuite, la suite, ça va être du coup de vérifier s'il existe des différences statistiques du coup significatives dans la fonctionnalité des écosystèmes avant et après l'installation du parc éolien en mer. Et du coup, ça va mener ensuite à la rédaction d'un rapport et aussi à la publication de la base de données complétée. Du coup, ça, ce sera au niveau du WG. Et ça va être du coup, une publication ouverte, vu que le but est que ce soit réutilisé par la suite le plus possible. Et ça doit, normalement, dans la fin d'année, vu que c'était la deadline qui a été choisie par le groupe. Et là, j'ai juste représenté l'estimation avant la fin du contrat, donc on va dépasser les 50%, plutôt 55% si c'est possible, de richesse spécifique pour avoir des données plus significatives. Voilà, merci pour votre attention. Merci Pierre pour la présentation. Juste, alors c'était très axé stats, juste pour bien comprendre comment vous caractérisez l'impact sur les espèces benthiques, parce que je vois c'est marqué difficile de conclure la présence d'un impact, donc du coup comment est-ce que la complétion des traits biologiques des espèces permet de conclure à un impact ou non, enfin c'est juste pour voilà. Il y a Céline qui rejoint du coup pour les questions. Allô? Oui, sinon il y a du coup Céline qui rejoint pour les questions aussi. Ça marche? Vous nous entendez? Vous pouvez... Ouais? Vous nous entendez? Ah, je crois qu'on les a perdus. Yes, oui, on vous entend bien, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, j'avais juste une question par rapport à la conclusion. C'est marqué difficile de conclure la présence d'un impact sur les espèces benthiques. Juste, est-ce que c'est possible de repréciser rapidement comment la complétion de la base de données permet de donner des indications sur un impact? Voilà, juste pour bien comprendre comment on en arrive à cette conclusion-là. T'as ton micro coupé, Céline. Ah, les affaires de micro, c'est compliqué. Si vous voulez, pendant qu'ils rétablissent leur son, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour, Ouais, merci. bonjour. Désolé, je me suis connecté avec retard là. Bon, j'ai suivi de très loin le travail de Pierre, mais je collabore avec Céline sur ce sujet-là. Et donc, je ne sais pas effectivement quel est le niveau de connaissance de chacun ici, mais l'idée, c'est que l'impact d'une activité en mer, on peut la regarder soit au travers de la composition en espèces d'une communauté. Donc, s'il y a des espèces qui disparaissent ou au contraire qui apparaissent, ça peut être une indication d'une perturbation. Mais on peut aussi, comme c'est le cas ici, le regarder par le spectre des traits des espèces. Et les traits, en fait, ils reflètent une activité ou une fonction de l'espèce dans l'écosystème. C'est ça qui fait l'intérêt de cette approche. Alors là, par rapport au timing du parc éolien Yeux-Noirmoutier,
Si je me trompe pas, la construction vient juste de... Enfin, ils assemblent les éoliennes, mais les fondations ont été installées quand déjà? Je me souviens plus très bien. En 2024, entre mai Ok. et la dernière a été installée il y a quelques jours. Donc voilà, ça dure Ok. à peu près 1 an là. Du coup, on voit que sur les années qui sont étudiées, il y a pas... les fondations n'étaient pas encore installées, donc c'est... Je laisserai Pierre répondre là-dessus, mais on n'attendait pas forcément de changement majeur, quoi. D'accord. C'était juste pour combler. Je sais pas si Céline, elle m'entend. Ils ont eu... Non. Tu m'entends, Céline? Ouais, ah, elle m'entend. Voilà, c'était pour faire patienter, Ouais, donner entendu. des premiers éléments de réponse, mais les deux approches sont complémentaires en tout cas. Ouais, ben c'est bien noté. Merci, merci Antoine. Je sais pas si le son est rétabli côté Pierre et Céline. Tu nous entends, Pierre? C'est bizarre parce qu'on t'entendait super bien, Pierre, jusqu'à... Sinon, déconnectez-vous et reconnectez-vous peut-être? Ok. J'ai vu sinon que Mireille Bourdon avec une question, je crois. Oui, j'ai une question, mais je vais Ouais, mettre ma caméra par la même occasion. Donc, je suis amenée à suivre les travaux donc, du comité technique environnemental du parc de Saint-Nazaire depuis quelques d'accord. années. Et je voulais savoir si donc il y a des retours d'expérience que vous êtes susceptibles d'utiliser, à savoir est-ce qu'il y a vraiment des échanges avec les travaux menés non seulement par le musée d'histoire naturelle, mais aussi Hydrabio et puis TBM pour ce qui est donc du Bentos. Ça, c'est ma première question. Deuxième, c'est, vous avez évoqué tout à l'heure que les résultats seraient partagés. Donc, je pense qu'ils vont être mis sur le site des éoliennes en mer. Et Oui. ma troisième, c'est plus une remarque qu'une chose, mais elle vient d'être évoquée précédemment. Effectivement, il y a eu 4 campagnes menées au cours de 3 années, donc la dernière en 2023. Et ma remarque, c'était mais 2024, il y a eu donc des travaux et pas les moindres. Et donc, je voulais savoir ce qu'il en était donc de ces études qui ont été menées. Voilà, merci. Alors moi, je peux répondre sur la dernière question. Il y a eu un état de référence réalisé sur le substrat dur et le substrat meuble qui est dans la zone du parc éolien en phase travaux du fait de l'activité intense des navires sur le site du parc pour d'abord la préparation de sol, puis ensuite le forage des fondations. Il a été décidé en concertation avec les services de l'État et le JC Mines notamment au niveau du protocole de suivi environnemental de réaliser un suivi de la turbidité et un suivi acoustique principalement. Mais pour des raisons de sécurité, puisqu'on ne peut pas faire de prélèvement par benne sur les substrats rocheux et que ça nécessite donc des suivis par plongée avec des cadras, il a été décidé de, pour le moment, reporter les plongées à la fin de la phase travaux. Donc Hydrabio Littoral, qui est en charge du suivi environnemental sur le Bentos, sur le parc éolien, réalisera des plongées probablement à l'issue de la phase travaux qui aura lieu dans quelques mois à partir du mois de septembre ou octobre 2024. Voilà ce qui est prévu pour ça. Pour le reste des questions, je peux peut-être laisser Pierre ou Céline répondre si leurs Alors, micros sont revenus. est-ce que vous m'entendez là? Oui, Oui. oui. Ah, super. Ah, Bon, super. magnifique, désolé. Je te laisse la main, Céline. Alors, pour les questions relatives aux impacts, il m'avait semblé qu'il y avait eu quand même des choses qui avaient été installées entre les différentes dates d'échantillonnage. Bon, quoi qu'il en soit, on ne voit pas de diminution de la fonctionnalité du milieu flagrante pour le moment, mais ce dont on est sûr, c'est que pour pouvoir conclure à une différence de fonctionnalité avant-après, il faut plus que 4 dates a priori. Mais ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir quand même une idée de la variabilité potentiellement saisonnière de la diversité fonctionnelle sur ce site-là,
ça permettra par la suite de voir effectivement s'il y a un décrochement ou pas en termes de diversité fonctionnelle. Et donc la deuxième chose que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a présenté Pierre, donc c'est que même si d'un point de vue de richesse spécifique, on n'a pas une grosse proportion de la liste d'espèces présentes qui est couverte, on peut voir que d'un point de vue de l'abondance, on a quand même toujours plus que 75% avec des traits fonctionnels, de l'abondance avec des traits fonctionnels qui sont renseignés dans la base de données. Donc, ça donne déjà une bonne idée de la diversité fonctionnelle du milieu, puisque les espèces qui sont rares et qui sont en abondance faible, bon, à moins qu'elles soient de taille très importante, elles n'ont pas un grand rôle dans la diversité fonctionnelle du milieu. Et ça, bon, là, Pierre n'en a pas parlé, mais effectivement, on fera attention à ça, même si les données de biomasse ne sont pas prises en compte là, c'est quand même quelque chose auquel on fera attention. Merci. Mireille, est-ce que ça répond en partie ou il reste des questions par rapport à ça? Oui, moi, c'était surtout le retour d'expérience, quoi. Donc, par rapport aux études menées précédemment sur Saint-Nazaire, bien sûr, le site n'est pas le même, hein, on est bien d'accord, hein. Mais malgré tout, je voulais savoir s'il y avait pas une association, quoi, entre donc les études menées d'une part et d'autre part. Alors, Ou bien est-ce que c'est très, très, très clivant, quoi? Alors, pour commencer à répondre, et puis je laisserai Céline compléter, le JCMIN a mis en place un appel à projets, et des projets pouvaient être déposés par différents porteurs de projets, comme le projet au retrait, qui a décidé d'étudier les traits biologiques sur la zone du parc éolien Yonne-Noirmoutier. Il n'avait pas vocation, comme par exemple PAMC-Class, à avoir une vision assez élargie et essayer de récolter l'ensemble des données d'autres parcs éoliens, même si effectivement c'est très intéressant d'essayer d'aller sur un parc qui n'est pas si loin, le parc de Saint-Nazaire. Et donc nous, le JCMIN a voté en faveur du financement de ce projet sur la base de la proposition du maître d'ouvrage, enfin du porteur de projet. Et donc, c'est sur cette base que ça s'est fait comme ça. Maintenant, cette question est intéressante et mériterait d'être explorée par la suite. Et je ne sais pas, Céline, si c'est envisagé dans le cadre de retrait ou dans une suite à venir, puisque c'est un peu nouveau, en fait, cette démarche. Voilà, tout à fait. En fait, l'idée de ce projet, c'était de poser des bases, déjà d'aider à compléter cette base de données, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette base de données, elle est remplie, c'est un projet à l'échelle européenne. Donc là, on est allé en Belgique à une réunion au mois de mai avec Pierre, rencontrer tous nos partenaires européens qui travaillent sur cette base de données. Donc, et ces personnes-là, c'est la plupart de ces personnes-là. Bon, la grande majorité, ce sont des personnels qui ont des positions permanentes, mais dont le remplissage de cette base de données n'est pas du tout l'activité principale. Donc c'est pour ça que comme c'est très chronophage à remplir, ça prend beaucoup de temps. Donc l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui fédère un peu ça et qui puisse un peu dynamiser cette action-là. Et parce qu'en fait, les gens qui travaillent sur les traits fonctionnels, ils travaillent tous sur leur petit coin de précaré avec leur expertise. En fait, c'est rempli beaucoup à dire d'experts, ces bases de données-là, en général. Et l'idée de ce projet européen, c'était de dire, bon, ben, même si c'est très chronophage, au lieu de remplir chacun de notre côté à dire d'experts, on va essayer de faire quelque chose qui soit un peu homogène à l'échelle européenne et qui soit renseigné et sur lesquels il y a des indices de confiance, des références bibliographiques, etc., auxquels tout le monde puisse se référer ensuite. Donc l'idée du projet, c'était de dire, bon, bah, on va mettre quelqu'un pour essayer d'activer un peu ce processus de base de données et de tester sur les données de ce parc éolien pour pouvoir après, donc là c'est un petit peu le premier cas d'étude d'utilisation de cette base de données européenne. Et l'idée après à terme, c'est que ces données elles puissent être aussi utilisées dans d'autres parcs européens et comparées justement aux données, aux résultats qu'on a
auxquelles on a pu aboutir dans le cadre de ce projet. Donc en fait, c'est difficile de dire dans le cadre de ce projet, on va comparer parce que justement, on fait ce projet pour pouvoir servir de base après pour que les autres parcs puissent comparer aux résultats qu'on obtient là. C'est clair? C'est très clair, je vous remercie pour ces précisions. Super. Alors, il y a une deuxième question d'Éric Lemitoire du Sarama. Oui, j'ai une petite question. Vous avez à peu près déjà répondu à cette question. C'était pour savoir un petit peu pour pouvoir conclure et dire que statistiquement, on peut dire qu'il y a une différence ou pas. Et il fallait à peu près, enfin, pour ce qu'il fallait atteindre à peu près combien de pourcentage en termes d'espèces traitées, en termes d'abondance ou de richesse spécifique. A priori, si j'ai bien compris, avec déjà au niveau de l'abondance, on peut déjà dire qu'on a une bonne idée et quasiment conclure, mais est-ce que vous avez une idée précise d'un pourcentage qu'il faudrait atteindre? En général, dans ce type d'analyse, quand on est à moins de 75% d'abondance, on ne considère pas les résultats comme fiables. D'accord. Et après, plus on est proche de 100%, plus l'indice de confiance il est important. Enfin, c'est calculé cet indice de confiance? Alors, non, alors, il y a deux choses. Là, moi, je vous parle d'indice de confiance un peu en mode, si c'est moins de 75%, on considère que c'est pas très fiable, et plus on se rapproche de 100%, plus c'est fiable. Mais après, dans la base de données, il y a aussi un indice de confiance qui est attribué à chaque modalité de trait. Donc, on aura deux types, un qui est continu, disons, entre 75 et 100%, mais dans lequel on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment classé. Et après, dans la base de données, on a 3 niveaux de confiance. Donc le niveau 1, c'est de l'expertise, donc d'experts quelconques, mais nommés pour chaque trait, ou de bibliographie grise. Après, on a la littérature, des articles qui ont été reviewés par des pairs ou des thèses de doctorat. Et donc là, c'est le top. Et après, il y a l'expérimental aussi. Donc, si on a fait si c'est des expériences qui ont montré les choses, c'est encore un niveau de confiance qui est élevé. D'accord. Et j'aurais une deuxième question, c'est est-ce que vous allez réaliser cet exercice sur la base des résultats qui seront, enfin des relevés qui seront faits post-travaux, comme on disait l'année prochaine, si j'ai bien compris, pour voir vraiment s'il y a un effet travaux? Oh ben, là, on n'aura plus de CDD pour faire ça, mais l'idée, c'est qu'il y ait des gens qui puissent le faire. Parce qu'après, une fois que la base de données, elle va être, normalement, elle devrait être déposée soit cette fin d'année, soit fin de l'année prochaine avec un DOI attribué. Donc là, ce sera vraiment officiel, le dépôt de cette base de données-là. Donc après, c'est des routines R à faire tourner. Tout le monde pourra l'utiliser. Oui. Ok. Merci. Avec plaisir. En complément de ce qui a été dit, un des objectifs du GISEMIN, c'est de contribuer à l'acquisition de données sur le milieu marin et le lien avec les éoliennes en mer. Et c'est aussi l'intérêt du GIS que le parc éolien en mer Yonne-Moutier serve de terrain de jeu à la science là-dessus. Et on espère que effectivement, toute cette espèce d'état de référence de retrait qui est fait actuellement pourra servir par la suite, et ce sera au comité de pilotage du GISEMIN lors de futurs appels à projets, s'il y a un projet équivalent ou une suite qui est proposée, de se positionner afin de voir si les membres souhaitent poursuivre la démarche avec un financement d'un second projet de ce type-là, et ça pourrait tout à fait être le cas. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? D'autres remarques peut-être sur l'utilisation de ces bases de données, l'accessibilité peut-être. Donc moi j'avais une question sur l'accessibilité des bases de données européennes. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces données-là qui sont récoltées? C'est très biologique. C'est une base accessible à tous?
Pas pour le moment parce qu'elle est en cours d'évolution. Et alors là, justement, c'est un sujet dont il faut qu'on parle. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Soit à la fin du projet, on vous donne la base de données en l'état. Moi, je pense que c'est pas la meilleure solution. Parce que le mieux, ça serait d'attendre que, puisque c'est de toute façon la volonté du collectif européen, c'est de la mettre à disposition avec un DOI. L'avantage de faire ça, d'utiliser cette base de données avec le DOI, c'est qu'une fois qu'on a mis un DOI sur un jeu de données qui est publié, on peut plus le modifier. Donc après, ça n'empêchera pas qu'elle évolue et qu'on ait une version 2 avec un DOI un peu plus tard. Mais l'avantage d'utiliser après ce jeu qui est DOIsé, ce jeu de données qui a un DOI, c'est que quels que soient les jeux de données ou l'utilisation qu'on en fait, on peut comparer les résultats en sachant qu'on repart exactement de la même base. Et ça, c'est quand même une information qui n'est pas négligeable pour pouvoir comparer les résultats à terme. Mais après, si vous souhaitez une version intermédiaire, c'est pas impossible, mais je suis pas sûre que ce soit très judicieux qu'il y ait beaucoup de versions différentes qui se promènent dans la nature. Mais pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et donc le DOI, c'est le identifiant numérique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça serait à partir de quand que ce serait avec un DOI? C'est tous les combien de temps? Ah bah c'est quand on est prêt en fait. On demande ça. Après c'est juste une procédure administrative plus ou moins, enfin si on peut appeler ça comme ça, ou informatique, je sais pas, pour déposer ce jeu de données là dans un dépositoire de données et de données publiques qui est référencé et qui est individuel. Mais après on pourra reparler de ça si vous le souhaitez. Enfin c'est une discussion qui mérite vraiment le coup et bon après nous l'idée vraiment de toute façon à l'échelle collective c'est de faire de la science ouverte donc parce que plus c'est accessible mieux c'est donc. Ben oui, du coup j'avais la même question pour Pam Séclasse. Je vois que Marjolaine voulait réagir donc c'est un sujet en fait voilà. C'était exactement sur ce qui est-ce qui héberge le jeu de données, qui est-ce qui finance l'hébergement. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est parti d'une ambition européenne. Donc j'imagine qu'il y a des fonds à ce niveau-là pour ça ou. Après nous au CNRS, on a accès à des serveurs qu'on peut utiliser gratuitement. Ok, donc c'est-à-dire que pour vous, c'est le CNRS qui vous. C'est pas sûr que ce soit le CNRS, mais en tout cas, moi, j'avais proposé ça à l'échelle européenne. Si tout le monde est d'accord pour que ce soit ça, ça sera ça. Si c'est autre chose, du moment que c'est gratuit, nous, ça nous va bien. Oui, parce que nous, on se posait la même question pour le projet en se disant c'est à un institut public de le porter, cette base de données. Donc, voilà, c'est sûrement pas un institut privé comme Biotope de porter ça, parce qu'il faut que ce soit accessible. Mais comment est-ce qu'on, là, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On espère que l'OFB va se proposer, mais pour l'instant, c'est l'ENSTA qui va l'héberger le temps du projet, mais c'est pas pérenne, quoi. Et donc, c'est comment est-ce que on arrive à, je sais pas, voilà, on arrive à décider que quelqu'un, ce soit lui qui porte la base de données, qui est-ce qui décide du DOI, quand est-ce qu'il faut enclencher la procédure, et qui la déclenche, et... Ça, les gens de l'OFB, ils doivent être bien au courant de ça. Ouais. Nous, on a des correspondants au sein du CNRS pour caler tout ça. Ouais. Mais la procédure, c'est quand les scientifiques, ils estiment que la base de données, elle va plus bouger ou qu'elle mérite une première version publique et utilisable. Ouais, d'accord. Et l'observatoire de l'éolien en mer ne peut pas être partie prenante? Oui, tout à fait. C'est une question. Sûrement, là, nous, le projet, il est financé via l'OFB, de ce que voilà, donc oui, et voilà, enfin, il faut que ce soit. Ça fera partie des choses qu'on remontera d'ici l'année prochaine, je pense, dire bon, voilà, on commence à avoir des données. Maintenant, qu'est-ce qui héberge ça pour que ce soit pertinent et voilà, en tout cas, qu'on avait posé
questions qu'on a répondu à l'appel au projet, il n'y avait pas eu de réponse. Et on avait clairement dit que c'était à un institut public d'héberger ça, c'est pas du privé, quoi. Oui, parce que donc en amont donc du premier parc en mer à Saint-Nazaire, c'était donc une des questions qu'on nous avait posées, et la réponse était bon, l'observatoire, c'est effectivement un des objectifs de l'observatoire de l'éolien en mer, de centraliser donc toutes les études. Donc on en est où aujourd'hui, quoi. C'est une bonne question en tout cas, et c'est vrai que étant donné que l'Observatoire de l'éolien en mer récolte déjà les rapports annuels des suivis environnementaux des différents parcs éoliens, façade par façade, ça aurait du sens qu'ils collectent également les jeux de données un peu plus bruts. Vous entendez pas? Si, pardon, c'est qu'il y a Ok. quelqu'un qui est passé pour me. Je vais vous écouter à vous et j'écoutais pas l'autre. Pardon. Ça marche. Enfin, je disais en tout cas, l'Observatoire éolien a effectivement peut-être toute sa place pour récolter ces jeux de données-là, mais encore faut-il que ça soit mis en place avec l'arrivée de tous les projets et toutes les données qui commencent à être collectées actuellement. Et c'est la question qui se pose. Ok. Ouais. Si je peux intervenir pour dans la continuité, en fait, à Mérigéo, il y a eu une présentation sur ce sujet qui s'appelait Comment améliorer la fairness des données géographiques marines et littorales par Dataterra et Audatis. Et a priori, eux, ils disaient qu'ils étaient que l'IFREMER, le CNRS, le CNES, l'IRD, le CHOM, le CEREMA, Météo France et les universités marines, a priori, se sont coordonnés pour faire ça. Ah, bon. Donc, et justement, il a beaucoup insisté sur le DOI et sur le fait que tout devait finir par avoir un DOI à terme. Donc, je peux vous envoyer les liens si vous voulez. Merci. Si elles sont disponibles sur Internet. Par contre, j'arrive pas à envoyer le message. Bon, je vous enverrai ça par mail, parce que là, je vois que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire de conversation. Pas de problème, du coup, par mail, on pourra retransmettre aux différents participants. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions, ou on va pouvoir conclure peut-être ce webinaire? Très bien. J'ai vu que le président du conseil scientifique, Franck, est présent. Peut-être je peux lui laisser lui dire le mot de la fin, s'il est toujours avec nous. Ouais, merci. Bah, du coup, on change de sujet à chaque fois à chaque nouveau webinaire, donc c'est assez fantastique. Merci pour l'organisation de ce troisième. Merci pour les exposés là, qui étaient vraiment très clairs, très riches. Les questions ont aussi été très intéressantes. On apprend finalement de plus en plus. Je trouve que je pense qu'à chaque webinaire, on est convaincu de l'intérêt et de l'utilité d'un GIS qui regroupe autant de personnes autour de la table. On était une vingtaine aujourd'hui encore, hein, et qui permettent de partager un maximum d'informations. Donc c'est vraiment d'une grande utilité. Donc voilà, j'espère que d'autres GIS verront le jour en France, mais on voit tout l'intérêt là aujourd'hui. Hein, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc j'avais rien d'autre à dire, hein, je te laisse le mot de la fin, mais merci à tous, hein, vraiment pour l'apport qu'on a au niveau de notre communauté. Merci à tous, alors bonne journée. Bonne soirée.